Très bienvenue au Collège des Bernardins pour cette soirée de mardi, traditionnellement dédiée au débat de société. Mais cette fois-ci, notre regard sur la société s'approfondira vers ce qui nous porte tous dans l'existence, la matière, ce qui nous informe tous de notre condition de vie, la lumière, et l'interaction des particules de la lumière et des autres particules que les particules lumineuses, puisque nous avons la joie et l'honneur d'accueillir deux grands savants pour cette soirée. Bonsoir Serge Haroche. Bonsoir. Bonsoir Gabriel Veneziano. Bonsoir. Vous avez traversé la rue des Écoles pour venir du Collège de France, où vous enseignez tous les deux, où vous avez aussi des responsabilités éminentes, également administratives, pour passer de l'autre côté de la rue des Écoles jusqu'au Collège des Bernardins et participer à cette émission où nous allons ensemble, grâce à votre connaissance, votre expertise, mais aussi votre pédagogie, pouvoir mieux comprendre les ressources de notre monde, la question du renouvellement de l'origine du monde qui est posée par l'interaction de la mécanique quantique avec la théorie générale de la relativité générale d'Einstein, puisque c'est ce que permet votre rencontre à vous deux. Alors un mot de présentation pour que tous les téléspectateurs et tous les membres présents dans l'auditorium du Collège des Bernardins puissent savoir quelles sont les origines de votre participation à cette soirée. Serge Haroche, vous êtes né le 11 septembre 1944 à Casablanca, qui était à l'époque un protectorat français. Vous êtes spécialiste de physique atomique et d'optique quantique, c'est-à-dire que vous savez mener des mesures d'une extrême précision sur la lumière et sur les particules qui l'habitent. Pour cela, vous avez reçu récemment, le 9 octobre 2012, avec l'Américain David Winland, le prix Nobel de physique, ce qui honore notre pays, votre famille et l'institution à laquelle vous êtes rattaché aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en parler davantage. Vous avez travaillé, vous êtes un élève, un disciple de Claude Cohen-Tanouji, qui lui-même avait reçu, dans une spécialité proche, le prix Nobel de physique en 1997. Gabriel Veneziano, vous êtes né à peu d'années de distance, et le même mois, le 7 septembre 1942, mais à Florence. Ce sont donc les deux rives de la Méditerranée qui ont permis cette rencontre scientifique. On vous nomme le père de la théorie des cordes, et c'est extrêmement impressionnant quand on connaît la complexité de cette théorie et les horizons qu'elle ouvre, on en reparlera, non seulement dans le domaine qui est le vôtre, de la rigueur des objets mathématiques qui servent à étudier le monde physique, mais aussi parce que cette théorie des cordes évoque pour beaucoup, à travers le pré-Big Bang, à travers la théorie des multivers, beaucoup d'ouvertures qui ne sont pas sans retentissement, même métaphorique, au plan social, au plan de l'accueil des diversités dans notre humanité. Mais ici, je rêve. Il faut revenir bien vite vers la rigueur des mathématiques et de la physique. Nous avons les yeux tournés la nuit. À Paris, c'est plus difficile. Mais dès que nous quittons les grandes villes, vers cet univers innombrable, aux lumières diffuses. Par la lumière nous viennent toutes les informations qui sont les nôtres. C'est votre premier champ d'étude, Serge Haroche. Comment nous en parlez-vous ? C'est exact. En fait, la lumière est le véhicule de l'immense majorité de l'information qu'on a du monde extérieur, du monde qui nous entoure, mais l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'univers dans son ensemble. Et toute l'information qu'on a sur l'univers nous vient de la lumière qui vient des étoiles, et aussi de certaines formes de lumière invisible, dont on parlera plus tard, qui est une espèce de relique de la lumière primordiale qui s'est dégagée de la matière au début, lorsque l'univers était très jeune. Mais moi, je m'intéresse à la lumière sur Terre. En quelque sorte, je fais des expériences qui permettent de manipuler des atomes avec de la lumière dans des conditions très précises. Et j'ai toujours été fasciné par le fait que non seulement la lumière nous informe sur le monde, mais la lumière nous informe également sur les lois de la physique. En fait, les premières théories de la physique qui sont devenues vraiment très précises, qui ont permis d'élaborer les concepts que l'on utilise dans tous les autres domaines de la physique, en particulier en physique des particules, nous viennent de la compréhension de ce qu'est la lumière,
de la façon dont elle se comporte, du dualisme entre son aspect ondulatoire et son aspect corpusculaire. Et faire une histoire de la lumière, c'est en fait faire une histoire de la science moderne. Alors c'est quand? C'est la première date et le premier nom à partir duquel on peut parler d'une théorie moderne de la lumière ou contemporaine? Bon, il y a eu des prémices déjà à l'époque de la Renaissance, et puis ensuite avec Newton qui a été le premier à montrer que la lumière était décomposée, que le spectre de la lumière, la lumière blanche était décomposée en différentes longueurs d'onde. Newton avait déjà lancé l'idée que la lumière était formée de particules, mais cette idée a été abandonnée parce que toutes les preuves de la physique classique montraient que, toutes les expériences montraient que la lumière était en fait une onde, mais une onde dont la nature était inconnue. La grande avancée a été au XIXe siècle, la théorie électromagnétique, le fait que l'on a pu unifier dans un cadre unique les forces électriques, les forces magnétiques dans la théorie électromagnétique de Maxwell, et on a ensuite réalisé que ces ondes électromagnétiques qui montrent que dans l'espace se propage à la fois un champ électrique et un champ magnétique qui dansent ensemble en quelque sorte, et bien que ces ondes électromagnétiques, elles étaient la lumière, en fait. Lumière visible lorsque la longueur d'onde correspond à certaines fenêtres de longueur d'onde. De nos yeux. De nos yeux. Et lumière invisible lorsque la longueur d'onde est plus faible ou plus grande. Et cette lumière invisible, elle joue un rôle fondamental dans le monde actuel, puisque la plupart des technologies de la communication sont basées soit sur le transport d'ondes invisibles, les ondes radio, les micro-ondes pour les téléphones portables, soit d'ondes visibles, les ondes laser qui se propagent dans les fibres optiques. Donc, quel type d'information porte la lumière comme onde? Vous dites elle nous informe, mais c'est-à-dire elle nous informe sur ce qu'est l'univers, parce que la lumière qu'on reçoit de l'univers, qui nous provient par exemple des étoiles, porte une empreinte sur les atomes que constituent ces étoiles. Et pour donc comprendre cela, il faut comprendre l'interaction de la lumière avec la matière. Alors, avançons donc justement vers l'interaction entre cette onde et des particules et peut-être la bien connue structure corpusculaire aussi de cette onde. C'est l'autre aspect fascinant de la lumière. Donc, comme je disais, elle nous informe sur le monde, mais elle nous informe également sur les lois de la physique. Et à la fin du XIXe siècle, tout le monde pensait que la lumière était simplement une onde. Et on a commencé à essayer d'étudier de façon précise ce qu'on appelle le rayonnement thermique, le fait que les corps chauffés émettent de la lumière et que cette lumière a une distribution spectrale bien particulière. On sait très bien qu'un forgeron sait très bien que s'il met un morceau de fer à une certaine température, il va apparaître rouge. Donc la longueur d'onde rouge va être prédominante dans le spectre. Il y aura moins de longueur d'onde vers le bleu et moins de longueur d'onde vers le jaune. Donc il y a un maximum de luminosité dans le rouge. Et si on continue à chauffer davantage, ce maximum de luminosité se déplace vers le bleu. On dit qu'on chauffe à blanc. Mais ce spectre, on a commencé à le mesurer avec une grande précision, et là, on est tombé sur une surprise énorme. Ce spectre ne correspondait pas à ce que la physique classique, qui interprétait la lumière comme une onde, permettait de comprendre. Et ce sont Planck, et puis surtout, quelques années plus tard, Einstein, en 1905, qui a fait l'hypothèse que pour comprendre la nature de ce spectre, il fallait admettre que la lumière était constituée de grains, de petits grains, qu'on appelle ensuite les photons, les quantas de lumière. Et donc on est revenu à une image qui rappelait celle de Newton, mais qui cette fois était basée sur l'expérience, sur la nécessité de faire correspondre le monde physique tel qu'on l'observe avec un modèle. Et donc ce modèle a fait apparaître quelque chose d'absolument inouï pour un physicien classique, le fait que la notion d'onde et de particules cohabitaient ensemble, que la lumière était par certains phénomènes une onde et par d'autres phénomènes constitués de grains qui sont des particules. Et ça a été le démarrage de la physique quantique. Donc on sort d'un système classique du monde pour aller vers un système quantique. Oui. Si vous nous expliquez ce que signifie ce passage pour le physicien qui l'opère, qui le rend possible. On peut dire d'abord que c'est un passage du continu au discontinu, puisque l'onde est un phénomène continu par essence et les quantas, les photons, sont discrets. Et ce passage du continu au discontinu s'est exporté également vers les atomes. La matière, elle est constituée d'atomes dont on savait depuis le début du XXe siècle qu'il y avait un noyau positif et des électrons qui tournent autour. Mais en physique classique, c'était un modèle planétaire continu. Les électrons pouvaient occuper n'importe quelle orbite. La physique quantique a introduit également la quantification pour la matière, disant que seulement certaines énergies, certaines orbites étaient possibles. Et donc on voit apparaître un monde où les atomes interagissent avec la lumière en échangeant la lumière par paquets, par grains. Et ces paquets correspondent à des énergies bien définies. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la signature. Chaque atome a
un spectre d'énergie qu'il est capable d'émettre. Et cela, c'est universel, c'est vrai dans l'univers entier, ce qui fait que lorsqu'on reçoit la lumière d'une étoile lointaine, en regardant les longueurs d'onde qu'elle émet, en mesurant les énergies des photons qui nous arrivent de ces atomes, on sait qu'il s'agit d'atomes d'hélium, d'atomes d'hydrogène ou d'atomes plus complexes. Donc on a une vision du monde à distance, véhiculée par la lumière, grâce au caractère discontinu que la physique quantique a introduit. Si les atomes pouvaient prendre n'importe quelle énergie, si chaque atome était un petit système planétaire individuel, les informations qu'on aurait ne seraient pas discriminantes et on ne saurait rien de l'univers qui nous entoure. On dit très souvent que la physique quantique est diffuse, qu'elle est floue, qu'elle introduit des incertitudes, mais en fait, elle a un autre côté qui est encore beaucoup plus important, c'est qu'elle donne des certitudes. Alors, je pense qu'on y reviendra, parce que ça, c'est un point extrêmement important du changement de vision du monde que le système quantique introduit et qui est peut-être pas encore acquis dans l'opinion publique elle-même. Mais je voudrais profiter de cette entrée dans la matière et la différence des types de particules pour me tourner vers le professeur Veneziano, qui, lui, est un spécialiste des particules à très haute énergie. Et vous pouvez, de votre côté, du côté, non pas du microscope, mais de l'observatoire où vous êtes, nous dire comment cette découverte de particules à haute énergie nous intéresse, comment elle vient compléter ce que les spécialistes de l'optique et de la lumière découvrent comme information sur le cosmos. Oui, bon, si je peux, j'aimerais juste rajouter une petite chose à ce que Serge vient de dire, que pas seulement la lumière qui nous arrive des étoiles lointaines, on peut reconnaître à travers leur longueur d'onde les atomes qui l'ont émise, mais il y a aussi ce phénomène du décalage vers le rouge de cette longueur d'onde qui nous donne même l'information sur l'expansion de l'univers. Alors, oui, mais... développez un petit peu, si vous voulez. Oui, bon, là, disons, c'est un autre sujet, mais disons, un autre sujet, mais... c'était la découverte de Hubble en 1929, si je ne me trompe pas, qui, pour la première fois, a démontré que l'univers n'était pas statique, mais il était en expansion. Donc, ça, c'est, si vous voulez, les débuts de la cosmologie moderne. Donc, on peut y revenir peut-être quand on va bien sûr, poser des questions de cosmologie. Voilà. Alors, mais si je reviens Planck, peut-être Einstein, à votre... tout ça c'est ancien, mais aujourd'hui, alors quels sont voilà, les... Alors, comme Serge l'a dit tout à l'heure, disons, la lumière, c'est la première forme d'onde qu'on a bien compris en mécanique quantique comme étant composée des petits grains de ces photons. Si vous voulez, une onde électromagnétique, on peut la voir dans un langage de mécanique quantique comme une superposition de un grand nombre de ces quanta de lumière qui ensemble donnent ce phénomène ondulatoire. Alors, dans les expériences qui se font, par exemple, aux accélérateurs, comme au CERN où je travaillais pendant 30 ans, on étudie effectivement ces particules élémentaires une à une, si vous voulez, c'est-à-dire dans une expérience des particules élémentaires, on fait collisionner typiquement deux particules et on va regarder les résultats de la collision qui souvent donnent lieu à des quanta de lumière, on les appelle des photons. En général, sont avec des longueurs d'onde bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Mais disons, bien sûr, on a des détecteurs de particules qui peuvent mesurer l'énergie de ces photons. Alors, aujourd'hui, donc, effectivement, les phénomènes électromagnétiques sont les premières pour lesquels on a pu mettre ensemble, disons, la mécanique quantique et la théorie de Maxwell. Aujourd'hui, on voit les photons comme un nombre de particules élémentaires qu'on a découvert à fur et à mesure que les expériences sont devenues plus précises
Et aujourd'hui, on compte un nombre assez élevé. Oui, moi je dirais que particules du type photon, il existe 12. D'accord. Alors, pourquoi 12? Alors, je dois aussi anticiper que ces particules expliquent les forces aussi. Donc, disons, la vision moderne, toutes les forces. Toutes les forces. Alors, la gravitation vous allez trop vite. Alors, vous allez trop vite. Donc, la vision moderne des forces, comme la force électromagnétique ou la force gravitationnelle, est de dire qu'elle est due au fait que d'autres particules, des matières, échangent entre eux ces particules de lumière ou de gravitation ou autres. Et selon la particule qui est échangée entre la matière, on a des différentes forces. Par exemple, la force électromagnétique échange des photons. La force gravitationnelle correspond à un échange de gravitons, qui est une particule qu'on n'a jamais observée, mais disons hypothétique. Maintenant, il y a d'autres interactions qu'on connaît bien, sont les interactions faibles qui sont responsables, par exemple, de la radioactivité ou des phénomènes de la combustion qui est alliée dans les étoiles et produit l'énergie que les étoiles émettent. Et là, ils s'appellent interactions faibles. Ils sont caractérisés par 3 types de photons qui, à différence du photon, ont une masse. Donc, une particule sans masse voyage avec la vitesse de la lumière. Une particule avec masse voyage moins vite que la lumière. Voilà. Donc, et l'autre conséquence, c'est que les interactions faibles deviennent, à cause de cette masse, à courte portée. C'est-à-dire, elle ne peut pas influencer à de grandes distances. Et après, il y en a encore 8, si j'ai bien fait les calculs. Je n'avais pas compté les gravitons tout à l'heure, qui s'appellent les gluons. Les gluons, du nom glue, colle, la colle, sont les particules responsables pour les interactions qui ont lieu à l'intérieur d'un noyau d'un atome. Protons, neutrons ont cette interaction qu'on appelle aussi forte. Et disons, les gluons sont l'analogue du photon pour ces interactions-là. Donc, dans une expérience de physique de haute énergie, dans une collision, par exemple, entre des protons au grand collisionneur hadronique au CERN, on fait collisionner, disons, 2 protons à une énergie très, très élevée, et cette énergie, souvent, se transforme en matière. Donc, selon la célèbre formule d'Einstein, et on produit toutes sortes de particules qui on étudie. Par exemple, entre autres, on a annoncé il y a presque un an la découverte de ces bosons de Higgs, que c'est encore une particule élémentaire. Mais si j'entends, vous observez des particules qui naissent, mais pour le boson de Higgs, on avait prévu qu'on la verrait. Donc c'est... Ouais. Alors la particule, c'est nous qui la créons ou c'est nous qui l'observons? C'est une bonne question. C'est pas la première fois que la théorie, pour être complète, avait besoin d'une nouvelle particule. Par exemple, il y a un quark qui s'appelle le quark charmé, avec charme, qui avait été prédit par des théoriciens et finalement a été observé. Et le boson de Higgs est plus ou moins sur le même plan, c'est-à-dire que la théorie était, jusqu'à il y a 2 ans, elle était incomplète, c'est-à-dire tout marchait bien, sauf qu'elle avait besoin encore de cette partie. Et je voudrais revenir là-dessus. Vous avez employé une expression provocatrice en demandant est-ce qu'on a inventé le boson de Higgs ou est-ce qu'on l'a découvert? Moi, je dirais très clairement qu'on l'a découvert. On ne l'a pas inventé. Il aurait pu très bien ne pas exister. Il était prévu par un certain type de théorie. Et en physique et en sciences, la preuve vient de l'expérience. C'est la nature qui répond.
Et donc, on n'a pas inventé cette Donc vous particularité. pensez que ce ne sont pas vos équations mathématiques qui font advenir les choses? Non. C'est-à-dire que, moi je dirais, Je le dirais très que, clairement. disons, nous, moi je suis un théoricien, donc je Oui. suis plutôt... Voilà. Alors, on pense le j'ai un mathématicien. faible un petit peu pour la théorie, mais c'est vrai que nous faisons tant de belles théories, mais finalement, c'est ce qui décide. Mais C'est l'expérience. Donc, on peut suggérer à nos collègues expérimentateurs de vérifier ce que les équations semblent vouloir. Mais disons, on aurait pu bien trouver qu'il n'y avait pas de boson de Higgs. Oui. Et à ce moment-là, aurait été très intéressant. Souvent, on dit que la découverte du boson de Higgs, c'est un grand clé de voûte. un succès de la physique, mais entre collègues, nous disons toujours que c'est plutôt le contraire. L'absence du boson de Higgs aurait ouvert toute une crise, du même genre de la crise, peut-être pas au même niveau, mais disons, on a vu qu'à partir d'une certaine crise, on arrive souvent à dépasser une théorie et créer quelque chose de plus élaboré. Donc, malheureusement, si on veut, pour l'instant, il n'y a pas de crise. Je crois que les expérimentateurs qui ont construit la machine auraient été très, très embêtés s'ils n'avaient rien découvert. Ça, c'est la différence de point de vue entre le théoricien et l'expérimentateur. Ouais. Alors, bon, on peut rester encore un peu, si vous voulez, sur cette rencontre, cette dialectique entre celui qui pense la théorie, qui utilise des outils mathématiques qui existaient déjà, qui ne servaient qu'aux délices de l'esprit. Au moins depuis les années 40 ou 50 existaient. Donc, et à travers ces outils mathématiques, on est arrivé à formuler une théorie qui s'appelle le modèle standard des particules élémentaires, où il y a ces 12 bosons, parce qu'ils sont tous des bosons, pas seulement des bosons de Higgs, les photons est aussi un boson. Et après, il y a les quarks et les leptons qui sont les constituants de la matière, si on veut. Et aujourd'hui, est-ce que les expérimentateurs sont d'accord que ceux-là sont fondamentaux, ou ils se disent, construisons encore une machine plus puissante et on verra des éléments fondamentaux? Est-ce que c'est le mouvement de notre esprit qui nous emmène vers le toujours plus petit? Oui. Ou est-ce qu'on pense qu'on peut atteindre un moment un élémentaire? Quel est ce qui anime l'expérimentateur? Non, d'abord, c'est pas moi, c'est pas ma personne qui est en jeu, parce que moi, je travaille à des énergies incommensurablement plus faibles que celles dont on parle. Et je travaille dans des tout petits groupes de quelques chercheurs qui peuvent faire leur expérience dans leur coin, alors que là, nous parlons d'expériences qui impliquent des milliers de chercheurs et de techniciens et d'ingénieurs qui travaillent sur des machines énormes. Si vous déconstruisez mon rapport entre la théorie et l'expérience... Oui, mais il y a quand même un aspect fondamental. C'est clair qu'il y a un lien direct entre énergie et dimension microscopique. Plus l'énergie dont on dispose est grande, plus petites seront les structures qu'on sera capable de voir. Un accélérateur, c'est comme un microscope qui doit travailler à des énergies de plus en plus élevées, parce que qui dit grande énergie dit petite longueur d'onde et dit plus grande résolution. Et on revient aux lois de l'optique, mais à l'échelle des particules très énergétiques. Et pourquoi est-ce qu'on veut pousser plus loin? Parce qu'on veut comprendre la structure de la matière, mais aussi ça va nous amener à la cosmologie, parce que les énergies qui étaient mises en jeu au début de l'univers étaient des énergies gigantesques, et je pense qu'on n'arrivera jamais, il est hors de question de fabriquer des accélérateurs qui iront à ces énergies, mais on espère qu'en s'en rapprochant, on arrivera à voir des frémissements de phénomènes qui nous donneront peut-être la clé de ce qui se passe à des énergies plus grandes. Donc ça, je pense que c'est une idée sur laquelle on pourrait demeurer un peu. Si vous l'expliquez, comment est-ce que ce passage par l'infiniment petit, l'infiniment microscopique, l'atomique et l'en dessous de l'atomique, peut aider à comprendre quelque chose qui est immensément, en tout cas devenu immensément grand? C'est vraiment la grande question de la cosmologie. C'est que, bon, on a parlé tout à l'heure de l'expansion de l'univers, le fait qu'on sait donc depuis à peu près 90 ans que l'univers est en expansion. Donc si on regarde l'évolution de l'univers comme un film, si vous tournez le film à l'envers, ça veut dire qu'on arrive à un moment où la densité de l'univers devient de plus en plus grande, puisque toutes ces particules doivent venir dans un volume de plus en plus petit. Donc elles sont en même temps de plus en plus chaudes, avec de plus en plus d'énergie, et
l'utilisation des équations d'Einstein de la relativité générale montre qu'on peut, avec un calcul simplement d'ordre de grandeur, arriver à des énergies gigantesques à des instants qui ont suivi une singularité qu'on appelle de façon imagée le Big Bang, mais il y a une singularité dans les équations qui disent qu'il a dû se passer au départ des phénomènes extrêmement violents, et qui dit phénomène violent dit grande énergie, et dit donc phénomènes qui se passent et qui font intervenir des particules microscopiques extrêmement, extrêmement petites. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre. Et je pense qu'on a compris beaucoup de choses, mais il reste des tas de points d'interrogation et de mystères. Ce que je voudrais dire, puisqu'on parlait du rapport entre l'expérience et la théorie, que c'est une dialectique continue. Toutes les avancées viennent, enfin la plupart des avancées viennent d'interrogations qui sont produites par le fait qu'on peut mesurer les choses avec plus de précision. Si vous prenez même le départ, le fameux rayonnement du corps noir dont je parlais tout à l'heure, le rayonnement thermique, la question s'est posée quand on a été capable de mesurer le spectre de ce rayonnement thermique, et ça, on n'a su le faire qu'à la fin du 19e siècle, lorsqu'on a développé les premiers photodétecteurs, les bolomètres sensibles qui étaient capables de mesurer le rayonnement dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet, et de mettre des chiffres quantitatifs pour reconstituer ce spectre. Et donc les premiers, vraiment les pionniers de cette physique moderne étaient des ingénieurs, des expérimentateurs, et ils ont délivré un spectre qu'on ne comprenait pas, et la théorie est venue ensuite. Les accélérateurs de particules modernes, il y a une ingéniosité absolument incroyable. Il suffit d'aller au CERN et de voir la taille. Les détecteurs ont une taille équivalente à cette pièce. L'intérieur d'un de ces détecteurs, lorsqu'on descend, on a l'impression qu'on descend dans une pyramide de l'Égypte ancienne. Ouais. C'est un tour de force de l'esprit humain qui est incroyable. Et c'est ce qui me réconcilie un peu avec l'esprit humain, c'est que malgré la crise, malgré le fait qu'on nous dit qu'il faut que tout soit rentable, on est arrivé à construire une telle machine simplement pour répondre à une question de curiosité pure. Le boson de Higgs, on pense qu'il ne va jamais servir à rien. Simplement, il nous sert à comprendre le monde. Mais il y a des retombées, parce que tout ce qu'on fait pour le CERN, les développements technologiques peuvent servir ensuite à des choses variées. Les aimants supraconducteurs qu'on construit peuvent servir à autre chose. L'Internet, on dit qu'il est né au CERN, etc., pour le bien ou pour le mal. Mais parlez-nous de la curiosité pure, monsieur le professeur, du savoir. Qu'est-ce que c'est la curiosité pure? Oui, effectivement, quand on travaille dans un labo comme les CERN, c'est vraiment de la recherche motivée surtout par la curiosité. Donc, comme Serge l'a dit tout à l'heure, il y a des énormes retombées technologiques de toutes sortes, hein, la cryogénie, la cryogénie oui, parce qu'il faut refroidir du froid, pardon. Il faut refroidir les aimants, parce qu'on utilise des aimants supraconducteurs. Il faut un vide extrêmement poussé où passent les particules qui font les collisions. Autrement, on perd les faisceaux. L'informatique, il faut traiter un nombre de données incroyable, parce que ces collisions à très haute énergie produisent énormément d'événements par seconde. Et donc, il faut les analyser, les sélectionner à fur et à mesure qu'il vient. Et tant d'autres choses. Mis à part la beauté de cette collaboration vraiment au niveau mondial, parce qu'au CERN, il y a des chercheurs de toute la Terre. Dans une seule expérience, il y a comme 3000 physiciens qui travaillent en même temps ensemble, qui viennent de 100 différents labos partout dans le monde. Mais c'est vrai, c'est ce que aussi Serge disait tout à l'heure. Par exemple, je fais encore un exemple. La théorie semblait nous faire penser que les neutrinos, ces particules un peu éphémères, parce qu'elles interagissent très peu, n'avaient pas de masse. Et là, c'était une surprise. Donc c'est vrai que très, très souvent, c'est l'expériment qui commence la révolution, disons. Mais moi, je trouve que j'ai vu l'expérience à Genève, c'était que vraiment théoriciens et expérimentateurs vraiment travaillent très bien ensemble. Disons, serait encore mieux si on pouvait faire comme
Serge, la théorie et les expériences, les mêmes personnes, mais c'est trop difficile dans notre domaine. Donc, on se partage un petit peu les... C'est difficile des deux côtés. Hein. Les expériences sont extrêmement techniques et demandent beaucoup de monde. Et les théories deviennent de plus en plus abstraites et demandent de plus en plus de spécialisation. C'est très difficile. C'est plus facile en optique. En optique, oui. En optique, en électromagnétisme et en optique, on a une grande simplicité. Les lois de la physique quantique sont extrêmement simples. Elles sont très belles. Elles offrent des possibilités extraordinaires de manipulation de la matière et d'exploitation de la logique quantique, mais effectivement, les expérimentateurs et les théoriciens sont souvent la même personne. Bon. Voilà. Vous avez dit ça me réconcilie avec l'esprit humain, mais quand même, l'esprit humain peut inventer ces équations très simples et très belles, puis en même temps, il peut se tromper. Il dit que le neutrino a une masse. Alors, on fait quoi? Quand est-ce qu'on est sûr qu'on se trompe? Quand est-ce qu'on est sûr qu'on ne se trompe pas? Non, c'est l'expérience. Par exemple, il y a c'est l'expérience, mais il y a quand même un peu de flair à avoir. Par exemple, on parlait du neutrino il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Des gens ont prétendu qu'ils avaient trouvé que le neutrino allait plus vite que la lumière. Voilà. Et les scientifiques, aussi bien les théoriciens que les expérimentateurs, ont été très sceptiques. Et ça a été, il y a eu une espèce d'inflation là-dessus qui a été provoquée par les médias parce qu'il y avait le nom d'Einstein derrière et c'était violer une des lois fondamentales de la relativité. Mais effectivement, ça s'est dégonflé au bout de quelques mois. On s'est aperçu que c'était une erreur expérimentale. Voilà. Donc, quelquefois, la théorie peut aussi dire bon, c'est vraiment très bizarre que. L'observation doit être fausse. Quelquefois. Bon, c'est un peu trouver quelque chose d'étonnant. La probabilité est faible. Mais évidemment, quand c'est vrai, le résultat est immense. C'est un peu le pari de Pascal. On a une probabilité très faible que quelque chose de très étonnant se produise. Ça arrive dans la vie d'un chercheur de temps en temps. Et il y a eu des découvertes par hasard. Par exemple, le rayonnement cosmologique dont on va parler, dont il faut qu'on parle avant de finir l'émission, il a été découvert par hasard. C'était des radioastronomes qui dirigeaient leur antenne vers le ciel et ils avaient un bruit statique, un peu comme le brouillard qui apparaît sur un écran de télévision quand il n'y a pas d'émission. Et ils essayaient absolument d'éliminer ce bruit. Ils pensaient que c'était, ils ont même pensé que c'était des fientes de pigeons sur leur détecteur. Ils ont tout nettoyé au maximum et il est resté quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un rayonnement radio, comme les ondes radio micro-ondes qu'on utilise en technologie moderne, mais qui vient de tous les coins du ciel et que l'on observe avec une constance extraordinaire, une homogénéité extraordinaire dans le ciel. Au départ, dans les expériences qui étaient faites, la découverte de ces ondes, on les a observées de façon très fruste, très simple au départ, mais depuis on a raffiné et on a envoyé des satellites. Le satellite Planck en particulier, qui est la dernière génération, un satellite qui avait été envoyé il y a une vingtaine d'années également, pour mesurer ce rayonnement cosmologique et en faire la carte détaillée. On s'aperçoit d'abord qu'il correspond à une température de rayonnement, suivant la loi du rayonnement thermique, qui est très faible, qui est de l'ordre de 2,7 degrés absolus. Mais la théorie cosmologique dit que c'était un rayonnement qui était très très chaud lorsque l'univers avait quelques centaines de milliers d'années, et ces photons qui se déplacent depuis des milliards d'années dans un univers en expansion, se refroidissent, un peu comme quand vous prenez un gaz et que vous dilatez le récipient qui contient le gaz se refroidit. Une détente qu'on appelle détente adiabatique qui correspond à un refroidissement des photons. Et qui dit refroidissement des photons dit que leur longueur d'onde augmente. Et donc, ils deviennent rouges, et même au-delà du rouge, infrarouge et puis micro-ondes. Et pour les cosmologistes, rouge, c'est froid. Alors que parce que la vraie température chaude, c'est la température des rayons gamma qui régnait lorsqu'il y avait ce plasma indistinct à l'origine de l'univers. Et donc, ce rayonnement micro-ondes, on en voit des très petites fluctuations. C'est quand on regarde avec une résolution spatiale, on voit qu'il varie d'un 100 millième en plus ou en moins, ce qu'on appelle des fluctuations. Et ces fluctuations, c'est une espèce de carte de fluctuations primordiales. Et les cosmologistes, moi je ne connais pas grand-chose, mais les cosmologistes disent que ce sont ces inhomogénéités qui sont à l'origine de la création des galaxies et des structures qu'on voit dans l'univers. Exactement. Et donc, si je peux au contraire, je rajouter à ça, disons, la chose encore plus étonnante, c'est que selon les théories actuelles, à nouveau, ces fluctuations primordiales qui après se sont développées pour donner les structures aux grandes échelles de l'univers,
seraient eux-mêmes dus à des phénomènes quantiques. Donc, seraient dus à une période encore précédente qui s'appelle l'inflation. Voilà, l'inflation parce que, disons, il y a une croissance exponentielle pas des prix des choses, mais de la taille de l'univers. Donc, si on remonte à nouveau dans les temps, on trouve que l'univers primordial était très très petit dans cette théorie de l'inflation. Donc, à cette très petite échelle, la mécanique quantique a joué un rôle essentiel, a créé des petites dishomogénéités qu'on peut calculer avec un modèle. Si on a un modèle précis de l'inflation, on peut tout calculer. On laisse évoluer le système et, disons, après, ces fluctuations sont devenues les fluctuations qu'on observe avec les satellites aujourd'hui dans la température du fond cosmique. Et plus tard, quand la matière a pris le dessus, disons, sont devenues les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant que vraiment, donc ça revient à la question de la liaison entre les très grands, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà, comme l'univers était vraiment très petit au départ, là, la mécanique quantique a mis son petit doigt. Là, on touche du doigt comment ce que l'on apprend grâce aux accélérateurs immenses sur ce qui est pour nous aujourd'hui l'infiniment petit nous renseigne aussi, grâce à la structure d'information des rayonnements et de la lumière en particulier, sur ce qui se passe à l'origine et sur ce qui est ce qui sont les lois de fonctionnement, ou en tout cas les lois présentes, rémanentes dans l'univers immense. Ouais. D'accord. Mais moi j'ai alors un problème que je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer jusqu'au bout, mais une partie de cette physique s'explique par la mécanique quantique, et puis à un moment on vient avec Einstein à la relativité générale, et je pense que le passage de l'une à l'autre n'est pas si simple que ça. Bon, ça revient au problème de comment réconcilier la théorie d'Einstein et la théorie des quanta. Dans lequel le temps ne joue pas le même rôle. Oui, donc c'était un problème qui a occupé beaucoup les théoriciens, à nouveau, qui semblerait être peut-être un peu académique comme problème, parce qu'on pense justement que la gravitation agit sur des grandes échelles, le système solaire, les étoiles, les galaxies et tout ça, mais justement à cause c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un certain moment dans l'évolution de l'univers primordial, il faut quand même que la mécanique quantique a joué un rôle. Donc, effectivement, les problèmes se posent comment tenir compte de la gravitation et de la théorie des quanta en même temps. Et là, disons, il y a un candidat, disons, la théorie plus conventionnelle, donc la théorie qui est à la base du modèle standard dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'est pas tellement capable d'inclure la force de gravité. Alors, cette théorie des codes, vous avez évoqué les débuts tout à l'heure, la théorie des codes est une théorie où tous ces particules dont j'ai parlé tout à l'heure, on les voit comme des états de vibration d'un seul objet, donc d'une petite cordelette laquelle vibre de façon différente et selon, disons, ces états de mouvement peut donner lieu à un photon, comme elle peut donner lieu à un graviton ou aux autres particules qui sont responsables des autres interactions. Donc, effectivement, là, il y a un espoir d'une théorie qui, à la fois, englobe la gravitation et les autres interactions dans un contexte quantique. Maintenant, c'est une théorie très, comment dirais-je, très spéculative, hein, disons, pour l'instant. Il n'y a aucune preuve ou aucune vérification de la théorie. Certains disent qu'elle n'est même pas falsifiable, chose que j'ai
je conteste. C'est Paoli qui disait d'une certaine théorie de la méprisant, elle n'est même pas fausse. Elle n'est même pas fausse. Alors, je conteste ça parce que, effectivement, quand j'ai travaillé dans l'ancienne théorie des cordes, c'est ce qu'on appelle l'ancienne théorie des cordes, elle a été prouvée fausse dans l'espace de quelques années parce que, disons, c'était assez facile de la contredire avec les données expérimentales. Donc, c'est une preuve que c'était une très jolie théorie, mais elle ne marchait pas. Donc, et moi, je trouve que la nouvelle est vulnérable aussi, est très vulnérable. Et la seule raison pour laquelle on ne l'a pas encore répudiée, jetée dans la poubelle, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre la théorie à un niveau de précision tel qu'on dit, oui, ça c'est une prédiction fausse. Oui, c'est une prédiction, comment on dit, Vérifiable. Oui, vérifiable, mais aussi dont on peut se fier. Voilà, donc fiable. Une prédiction fiable et vérifiable. Donc on n'arrive pas encore à faire ça, mais autrement, je pense en principe, c'est pas. Vous attendez un expérimentateur. Oui. Non, mais plutôt des calculs plus poussés qui puissent nous dire est-ce que cette théorie, par exemple, une prédiction de la théorie des cordes, si on la regarde au niveau plus simple, c'est qu'elle contradit l'universalité de la chute libre. Ça, c'est à la base de la relativité générale, l'expérience de Galilée, que tout corps tombe dans les mêmes. Alors, là aussi, il y a des tests c'est ce qu'on appelle les principes d'équivalence, qui sont très, très poussés. Il arrive à une précision de 10 moins 14, quelque chose comme ça. Et là, on retourne à la physique expérimentale. On peut faire des tests comme ça avec la physique atomique, avec des atomes ultra froids. Voilà, on laisse tomber, on fait ce qu'on appelle des interféromètres atomiques et on peut tester le principe d'équivalence avec une grande précision. Des grandes précisions. Alors, la théorie des cordes, si on la prend au niveau le plus superficiel, il donne des violations de ce principe. Donc, si ces prédictions sont vraiment vraies, disons, on pourra le savoir. On peut tout de suite démontrer que la théorie est fausse. Donc, ça dépend quelle violation, de quel ordre de grandeur des violations. Grosse. Non, disons, oui, parce que, disons, on a d'autres particules dans la... disons, on a ces particules qu'on aime, mais on a aussi des particules qu'on n'aime pas. Donc, si ces particules-là restent sans masse, dans la théorie, on a des forces qui sont en contradiction. À propos des particules qu'on n'aime pas, je crois que si on veut, avant la fin de l'émission, parler de la matière noire, c'est le moment. Allez-y. Voilà. Donc, il y a encore des grands mystères dans la physique, dans la cosmologie. C'est qu'on n'observe pas tout ce qu'on devrait observer. Voilà, si on veut... Si la théorie... ces modèles standards qui marchent si bien, finalement, ils décrivent 5% de l'énergie de l'univers. On a découvert qu'il y a encore 95% qui n'est pas vraiment... Mais on le sait parce qu'on se base sur les lois de la gravitation qu'on connaît. En regardant les rotations des galaxies et la vitesse de rotation des galaxies, on s'aperçoit qu'elle est incompatible avec la masse que l'on voit, la masse qui interagit avec la lumière et que l'on voit ces galaxies. Donc c'est encore une contradiction entre la gravitation et la physique quantique, en quelque sorte, puisque en utilisant la gravitation standard, on arrive au fait qu'il existe des particules qui ne rentrent pas dans le modèle standard. Voilà, qui ne rentrent pas dans les... Donc, il doit être des particules nouvelles. Disons, on peut réconcilier les tout, mais on doit élargir ces modèles. Créer des êtres qu'on ne voit pas, sinon par leur effet. Voilà, pas encore. Alors, un des objectifs de l'accélérateur du CERN, c'était justement de chercher des candidats, des particules qui seraient des bons candidats pour la matière noire de l'univers. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Mais on a des pistes. Les théoriciens pensent qu'il y a des particules supersymétriques qui pourraient... Oui. Donc là, c'est vraiment au niveau de la théorie. La théorie dit que s'il y avait
une extension de ces modèles standards particulières, il y aurait aussi des bons candidats pour la Et matière noire. on l'appelle matière noire parce qu'on ne la voit pas et parce que donc finalement la lumière, elle joue un rôle d'information même négativement. Le fait qu'on ne voit pas assez de lumière venant de l'univers est une information positive. Voilà, par rapport à la gravitation. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, on voit à nouveau à l'œuvre, comme vous le disiez, cet essai-erreur par lequel nous cherchons à comprendre quelque chose, à la fois gratuitement et puis aussi grâce aux outils que nous avons mis au point. Vous en avez mis au point un très particulier qu'on espérait à peine avoir un jour pour mesurer l'interaction entre l'atome et la lumière, et le ou les quelques photons. Est-ce que si vous nous racontez cela maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, je pense qu'on ne sera pas privé de ce grand plaisir. On n'a pas parlé d'énergie noire. Alors il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Donc vous voulez me faire retomber sur Terre avec mes petits photons. Tout à l'heure, Gabriel a dit qu'un champ lumineux s'était formé d'un très grand nombre de photons. C'est vrai, mais alors, notre travail a consisté à essayer de réduire à un seul photon, c'est-à-dire d'isoler un seul photon, un seul grain de lumière, et le faire interagir avec un seul atome. Parce que ça, c'est vraiment la quintessence de l'interaction entre la matière et le rayonnement. Et si on arrive à faire ça, on voit, on établit une espèce de scène sur laquelle les lois de la physique quantique s'expriment de la façon la plus claire. On voit très clairement que l'atome peut être dans une superposition d'états, dans deux états à la fois, qu'on peut mettre un champ de quelques photons à la fois dans deux états correspondant à des énergies différentes ou à des phases différentes. Et on réalise ainsi des expériences qui rappellent les expériences de pensée du début de la physique quantique. Donc on le fait, je dirais, pour plusieurs... L'une des raisons, c'est simplement le défi expérimental, le fait qu'il faut développer des technologies de plus en plus poussées pour le faire. Bon, là, je parle de mes expériences, mais j'ai des collègues qui travaillent sur des atomes isolés aussi. Par exemple, David Wineland a fait des expériences analogues, mais lui, il piège 1, 2, 3, 4 atomes et il les force, il les manipule pour les mettre dans des états quantiques bizarres. La différence par rapport aux expériences de physique des particules, que j'aime bien toujours rappeler, c'est qu'en physique des particules, on utilise la force brutale. Quand vous observez une particule, vous l'avez en quelque sorte détruite. Et vous regardez, vous faites collisionner des particules avec une énergie énorme et vous voyez les restes, les débris de cette collision. Ouais. Mais une fois que vous avez observé et que tout ça, ça a été enregistré dans vos ordinateurs, le système n'est plus là. Il a été détruit par l'observation. Ouais. Alors que ce qu'on fait au niveau des atomes et des photons isolés, c'est qu'on les observe en quelque sorte in vivo. C'est-à-dire qu'on les regarde sans les détruire et on essaie de les mettre dans des états bizarres. L'idée étant qu'on peut faire à ce moment-là utiliser la logique quantique. Le fait qu'une porte peut être à la fois ouverte et fermée, qu'un système peut être à la fois dans deux états, ça permet de développer des dispositifs qui peut-être un jour amélioreront le fonctionnement des ordinateurs ou de la communication en utilisant ces photons spéciaux pour communiquer dans des fibres optiques, par exemple. À ce niveau de précision dans la vérification d'une théorie, on peut dire qu'il y a vraiment du quantique dans l'univers. Personne ne peut faire comme si le quantique n'était qu'un mode de l'esprit humain. Ah non, mais bien entendu, mais je vous dirais que tous les objets de la technologie moderne qui ont été développés dans les 100 dernières années sont basés sur la compréhension quantique du monde. Le laser, le transistor, l'ordinateur, la résonance magnétique nucléaire qui est utilisée en imagerie médicale, le GPS, les horloges atomiques, enfin, vous pouvez nommer. Ouais. C'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que les gens utilisent ça tous les jours sans s'émerveiller et sans penser que derrière cela, il y a ces lois quantiques étranges sans lesquelles ça ne marcherait pas. Voilà. Et pourtant, à notre échelle d'action et d'interaction, le quantique n'est pas opérant. Alors, je dirais que il est opérant. Il est opérant. Profondément, si vous ne passez pas à travers le plancher, c'est parce qu'il y a des fermions dans vos semelles et des fermions dans le plancher. Et c'est ça la force le fait qu'il existe des solides. Le fait même que les solides existent, c'est un résultat du quantique. Le fait que le ciel apparaît bleu, ce sont des fluctuations classiques, mais il y a en même temps du quantique là-dedans. Donc c'est très difficile. C'est vrai que les aspects les plus bizarres du quantique sont voilés à l'échelle macroscopique. Vous n'en voyez pas les conséquences les plus bizarres, mais pour comprendre vraiment ce qui se passe, pourquoi un corps est transparent comme cette table ou opaque, il faut les lois de la physique quantique. Et il y a aussi des phénomènes bizarres à notre échelle qui n'apparaissent pas au quantique, comme le temps irréversible. C'est bizarre. Nous allons mourir. Mais le temps irréversible, mais même en physique quantique, il y a la violation du temps, du renversement du temps, dans des phénomènes extrêmement ésotériques, c'est vrai, mais il y a également des phénomènes qui... Mais vous avez raison que la plupart des phénomènes microscopiques
sont réversibles. C'est-à-dire que si vous filmez un phénomène microscopique et que vous le filmez à l'envers, vous tournez le film à l'envers, le phénomène que vous voyez à l'envers est possible, en général. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, si vous filmez, si vous faites exploser une bombe et que vous la filmez à l'envers, vous obtenez quelque chose qui ne se réalise jamais. Mais là, on parle de thermodynamique classique, du second principe, de l'entropie, qui est un sujet passionnant, qui a des relations très profondes avec l'histoire de l'univers dans son ensemble. Parler de l'entropie de l'univers, c'est intéressant, mais je pense que ça nous amènerait trop loin. Je suis heureux qu'on ait ouvert sur un tel horizon au moment de conclure cette émission, tout en regrettant toutes les questions qu'on aurait pu traiter et dont on n'a même pas parlé, comme celle du décalage de la singularité initiale qui est possible, qui est envisageable et qui n'est pas que de la mythologie, mais aussi déjà un peu de la science, en tout cas de la recherche scientifique. Par moments, nous avons un peu décollé du niveau ordinaire d'une conversation de table, mais nous sommes aussi conscients que ce que nous voulions faire ce soir, c'était faire rencontrer la recherche telle qu'elle se fait, pas la recherche qui s'enseigne, mais celle qui se fait au Collège de France. C'est votre richesse, ce pourquoi vous êtes libérés de beaucoup de contraintes. Merci d'être venus parmi nous, merci de vous être adressés aux spectateurs du Collège des Bernardins, aux téléspectateurs de la chaîne KTO, qui repartiront, je pense, désireux de regarder dans vos livres ce qui est à leur portée, et vous travaillez aussi à faire connaître ce qui peut, de vos travaux, être compréhensible et nourrir une vision du monde qui s'enrichit toujours de la connaissance plus talentueuse, plus décisive, plus réfléchie de la matière, et donc aussi de l'esprit qui nous fait connaître la matière et qui ne peut pas s'y réduire, puisque c'est lui qui nous donne aussi accès à elle. En se séparant des téléspectateurs de KTO, pour continuer le débat au Collège des Bernardins, je souhaite à chacun une bonne semaine et je donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Mardi des Bernardins, qui aura une forme exceptionnelle, puisque nous accueillerons Monseigneur Vicente Paglia, qui vient de Rome, où il travaille aux questions touchant à la famille au plan international et où il débattra avec le cardinal 23, avec Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux, et avec Tugdual d'Herville. Bonne semaine à chacun.